Donc, c'est plus ou moins le plan de l'époque, mais donc on redit un petit peu ce que c'est que l'effet de serre et son histoire. Parler du climat aujourd'hui, c'est aussi parler de l'histoire du climat sur Terre. Il faut déjà comprendre ce qui s'est passé avant, comment on le sait et pourquoi ça s'est passé comme ça. Puis en venir à la situation actuelle, parce que bon, il y a toujours plein de climato-sceptiques, d'ailleurs, qui ne sont pas des sceptiques, parce que sceptique, c'est pas ça, mais bon, qui vous expliquent que non, il a fait plus chaud avant, donc tout va bien. Le lien donc entre le climat et puis ce qu'on peut rejeter dans l'atmosphère, la modélisation et la conclusion. Alors déjà, la notion d'effet de serre, j'avais regardé ça dès 2005, c'est quelque chose qui remonte assez loin. Alors un des premiers qui fait une petite expérience sur le sujet, c'est un Suisse, Horace Bénédicte de Saussure, où il avait créé ce qu'il appelait un héliothermomètre, c'est-à-dire des boîtes isolées avec du liège, et puis des vitres et des thermomètres. Il empilait même plusieurs boîtes l'une dans l'autre. Il regardait que la température monte. Ça, c'est très facile à faire. On avait même à l'époque fait une petite manip. Je l'ai toujours à la maison. Monte. Une petite boîte à monter en carton et puis du cellophane à mettre et un petit thermomètre tout plat là, qu'on donnait avec et qui montrait la température. Mais j'en ai fait un en bois aussi. Oui. Et nous, moi j'avais fait une petite manip avec des bocaux et on y reviendra d'ailleurs. Alors la formalisation, disons, physique, mathématique de ça, c'est un bourguignon, Joseph Fourier, né à Auxerre, et qui donc dans un article qui s'appelle Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires. Donc en 1824, c'est déjà tout un programme quand même. Il relie ça et c'est plus ou moins lui qui a introduit le terme effet de serre. Alors après, il restait à comprendre le mécanisme de ça. Et donc, il y a des composés atmosphériques qui gardent la chaleur, parce qu'en fait, ce n'est pas une vitre, il n'y a pas de vitre dans l'atmosphère. C'est une analogie quand même, l'effet de serre, parce que ce n'est pas exactement ça. On a une atmosphère qui continue, qui n'est pas une vitre au-dessus d'un espace en dessous. Donc c'est la composition, et John Tyndall, un Irlandais en 1860, écrit une théorie climatique du gaz carbonique, donc du CO2. Il comprend que cette molécule joue un rôle important en absorbant du rayonnement et donc en gardant de la chaleur. Il est suivi ensuite par un Suédois qui a, lui, carrément fait des calculs, donc c'est un chimiste, Svante Arrhenius, qui écrit sur l'influence de l'acide carbonique, c'est encore un nom du gaz carbonique, dans l'air sur la température du sol, dans un journal, en 1896, et il fait des calculs, il explique que si la quantité de CO2 dans l'atmosphère doublait, on augmenterait de 4 degrés la température moyenne du globe. Et dans l'article en question, il trouve ça bien, lui. Il trouve même qu'on devrait le faire pour avoir moins froid. Voilà. À l'époque, c'est pas vu comme un danger, mais bon, encore en 1896. Ici, je citais deux autres personnes, c'est pas dans la continuité, mais c'est des gens qui ont contribué à ce qu'on puisse comprendre maintenant le passé du climat sur Terre. Donc Alfred Wegener, c'est un Allemand qu'on connaît sûrement pour autre chose, c'est la théorie de la tectonique des plaques. C'est lui qui a compris que les continents se déplaçaient sur Terre, etc. Mais il a aussi donné des premières méthodes pour reconstituer les climats du passé. Donc c'est un géophysicien très important. Et puis j'ai mis un astronome, qui est Milutin Milankovic, il est serbe, et il va comprendre le rapport entre les différents cycles climatiques, et en particulier les périodes glaciaires qu'on commence à chiffrer et à comprendre, et des cycles astronomiques. Et ça, c'est toujours
très d'actualité, j'en dirai un mot un peu plus tard. Donc voilà quelques personnages, on peut en mettre beaucoup plus, c'est un petit résumé. Et donc l'idée, c'est que notre atmosphère, donc voilà l'atmosphère de la Terre, toujours, j'aime bien ce genre de photo, elle date un peu, c'était une sonde américaine, Clementine, qui Ça n'a pas dû changer beaucoup. Non, mais il y a d'autres photos aussi bien plus jolies, mais ce qu'on voit, c'est la Terre, le vide spatial, et la partie atmosphère où on peut vivre, qui est vraiment très fine. C'est quelque chose d'assez fragile. Certains ont l'impression que tout va bien, mais c'est une fine couche. Et qui est, alors symboliquement, il y a une convention plus ou moins internationale qui est que l'espace commence à 100 km, ça s'appelle la limite de Kármán, en dessous, mais on ne peut pas vivre jusqu'à 100 km d'altitude. Vous savez qu'en avion, on vole à peu près à 11-12 km d'altitude. Déjà là, on aurait du mal à l'extérieur, parce qu'il fait moins 50 et puis il n'y a plus beaucoup d'air. Les alpinistes qui vont aujourd'hui sans oxygène au sommet de l'Everest, il faut qu'ils soient bien entraînés. Donc il n'y a que moins de 4 km où vraiment il y a de la vie sur Terre, 3,5. Donc c'est très fin. Là où il y a suffisamment d'air, donc on a une atmosphère qui est faite d'une troposphère où la température diminue à peu près linéairement avec l'altitude. Puis ensuite des couches beaucoup moins denses, dont la stratosphère où la température remonte, ça descend. Ici ça monte à des très hautes valeurs, mais il n'y a presque rien, il n'y a presque pas de gaz. Donc tout ça reçoit du rayonnement solaire. Il y a des rayons solaires qui arrivent. Alors, on va le schéma qui est dû au CEA, en fait. On a l'impression qu'il y a une vitre, mais c'est l'atmosphère. Ce rayonnement solaire, déjà, il y en a une partie qui repart direct vers l'espace, parce que, en particulier, il y a des nuages qui sont réfléchissants, et donc qui renvoient vers l'extérieur. L'atmosphère elle-même, elle peut absorber directement à peu près 20% du rayonnement, et donc la moitié qui reste arrive au sol, et vous savez, quand vous êtes au soleil, il fait chaud, c'est pas le cas aujourd'hui, même s'il ne fait pas très froid, mais il y a beaucoup de soleil, ça chauffe le sol, et donc il y a un équilibre, le sol a une certaine température, et donc tout ce qui a une température rayonne, et lui il restitue du rayonnement, mais dans le domaine infrarouge. Parce qu'en fait, cette lumière visible, elle correspond à un rayonnement de corps noir de la surface solaire qui est à 5800 Kelvin, et le sol est à une moyenne de 15 degrés Celsius, et donc il rayonne dans l'infrarouge. Alors cet infrarouge, par contre, il y en a très peu qui partent directement vers l'espace, à peu près 5%, mais beaucoup est absorbé par des composés atmosphériques, qu'on verra après. Et on verra qu'à la base, heureusement, c'est donc ces gaz à effet de serre qui sont symbolisés ici. Donc en termes de bilan, la Terre reçoit ce qu'on appelle la constante solaire, 235 watts par mètre carré. Donc il y a une partie, on disait, qui va dans l'atmosphère, une partie qui va à la surface. Et puis il y a un équilibre ensuite entre ce qui est rayonné par le sol, la petite partie qui va direct vers l'espace, et puis ce qui est réabsorbé ou qui finit par partir un certain cheminement vers l'espace. Donc tout ça, ça se calcule. Ça, c'est très simplifié parce que nous, on connaît bien, je travaille dans une équipe qui s'occupe de spectroscopie moléculaire, donc on regarde comment les gaz absorbent la lumière infrarouge. Et ensuite, il y a des gens qui vous calculent ce qui se passe, et ça s'appelle du transfert radiatif. Donc c'est assez complexe parce qu'il faut intégrer sur l'atmosphère. Donc on la découpe en fines tranches et on fait des intégrales avec sur chaque couche ce qu'elle reçoit et ce qu'elle réémet jusqu'en haut, mais il faut connaître le profil de pression de l'atmosphère. Donc c'est tout un travail assez complexe. C'est pour ça que des fois, on a eu des gens qui venaient nous voir en disant je suis, je sais pas, ingénieur de je sais pas quoi, et moi je connais tout, j'ai fait le calcul, le CO2 ça ne peut pas absorber
ça, j'ai fait le calcul sur ma table de cuisine, mais non, il n'a pas fait le calcul parce que le calcul, il est assez compliqué. Mais ça marche très bien et c'est basé sur la physique tout à fait standard. D'ailleurs, la base de comprendre comment les molécules absorbent le rayonnement, elle est due à différentes personnes. Donc c'est le fait que le rayonnement infrarouge est absorbé par des molécules, ce qui crée du mouvement dans ces molécules. Ça les fait tourner, ça les fait vibrer, plus des transferts d'énergie entre molécules par des collisions. Vous voyez ici l'absorption dans l'infrarouge d'une molécule, ça fait vibrer la molécule comme ça. Donc ce qui augmente l'agitation moléculaire, en fait, augmente la température, puisque depuis la théorie cinétique des gaz de Boltzmann et Maxwell, on sait que, en fait, c'est l'agitation des atomes et des molécules, c'est ça la température. C'est pour ça qu'on peut des fois parler de la thermosphère, là où il n'y a presque pas d'atomes, mais on peut avoir 400 ou 500 degrés de température. Bon, si vous y étiez en scaphandre, vous ne ressentirez rien, mais c'est une température thermodynamique qui est définie par rapport à la vitesse moyenne des molécules. C'est ça qui définit la température. C'est la constante de M. Boltzmann. Je ne rentre pas là-dedans plus dans le détail de ça. Par contre, les gaz qui absorbent l'infrarouge, c'est... on parle beaucoup du CO2. Tous les gamins pour soi, ça veut dire le CO2. Alors, il n'y a pas que ça. Il y en a un autre que je n'ai pas mis, on verra après. Il y a le méthane, CH4. L'oxyde d'azote, N2O, et des familles de composés, hydrofluorocarbone et perfluorocarbone. Donc ça, c'est perfluorocarbone, c'est des molécules avec du carbone et qui sont saturées en fluor autour, donc comme le CF4, C2F6, etc. Et une molécule que l'on aime bien dans l'équipe SF6. Que l'environnement aime moins bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est souvent on fait une comparaison par rapport au CO2. C'est-à-dire, si on évalue un pouvoir de réchauffement qui est lié à son absorption infrarouge du CO2 et qu'on dit que c'est 1, eh bien, le méthane, par exemple, c'est 23. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une molécule de méthane a le même effet de serre que 23 molécules de CO2. Une molécule de SF6 a le même effet de serre que 22 200 molécules de CO2. Donc vous doutez que celle-là, vaut mieux qu'il n'y en ait pas trop, que ça risquerait d'être problématique. Alors il n'y en a pas trop, effectivement, mais il y en a quand même. Et puis ces choses-là. Alors il n'y a pas que cette donnée-là, il y en a une autre qui est importante, c'est le temps de résidence moyen pour la demi-vie dans l'atmosphère de ces molécules, parce qu'elles vont éventuellement réagir, on va être décomposées par les UV. Donc du CO2 qu'on met dans l'atmosphère, il reste en moyenne 120 ans. Le méthane, c'est moins, c'est plus réactif, une dizaine d'années. N2O, ça dépasse le siècle. Là, ça dépend des molécules, mais par exemple, SF6, c'est 3200 ans. Donc, quand on injecte ça à l'atmosphère, on en prend pour 3000 ans. Il y a pire là-dedans, il y a CF4, on n'arrive pas à bien évaluer sa durée de vie, mais c'est de l'ordre de 50 000 ans. Donc, parce que c'est des molécules inertes qui réagissent très peu. Et donc, ça fait un problème. Et l'ozone n'est pas là-dedans? L'ozone n'est pas là-dedans. Alors, il fait aussi partie de gaz à effet de serre, effectivement. Alors, lui, il est très très variable. Parce que, alors, il y a l'ozone troposphérique qui est lié à la pollution, Oui, il va et vient. Et il y a l'ozone stratosphérique qui est d'ailleurs responsable du chauffage de la stratosphère. C'est l'ozone qui fait ça. Donc là, c'est plutôt bien. Il y aurait l'ozone, effectivement. Mais bon, ce qui compte, voilà, en gros, en pourcentage, c'est le CO2, le CH4 et puis d'autres composés. Alors, on voit que la part du méthane, elle a diminué. Entre 1990 et 2017, la part du CO2 a augmenté. Alors d'où ça vient? Ça on le sait, c'est pas
compliqué. Le CO2, c'est une combustion complète, donc tout ce qui brûle bien. Alors, il y en a des sources naturelles, mais il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Il y a les volcans. Alors, s'il y a des grosses éruptions, évidemment, ça peut rejeter pas mal. Mais il y a tous. Mais ça a toujours existé. Alors, il y a des épisodes volcaniques plus ou moins importants. Les industries, les transports, parce que voilà, les voitures électriques, mais pour l'instant les avions électriques, ça ne marche pas encore trop. Les combustibles, le fait d'envoler, mais aussi les extractions. Il y a des puits de différentes choses qui rejettent. Il y avait un reportage l'autre jour, France Info, de puits abandonnés en Alaska. Il y a du gaz qui sort. Parce que c'est en ruine un peu. Des feux de forêt, du chauffage, etc. Le méthane, lui, il vient des bovins, enfin, de toutes les grosses bêtes qui ruminent, et qui rotent en fait du méthane, et tout ce qui est fermentation, donc des rizières, par exemple, les cultures qui ont lieu dans l'eau. Les oxydes d'azote, c'est des engrais, et puis le reste, c'est industriel pour différentes raisons, des industries chimiques. SF6, c'est toujours utilisé en industrie électrique parce que c'est un isolant gazeux dans des isolateurs de station haute tension. Dans les transports aussi. Les transports. Il est toujours utilisé largement dans le monde. Alors, il y en a un dont je n'ai pas parlé, pour plus important que les autres, c'est la vapeur d'eau. Parce que les 2/3 des effets de serre terrestres, c'est la vapeur d'eau. Mais on n'inclut pas là-dedans, parce que l'eau, de toute façon, elle est là. Il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre. Et la vapeur d'eau, comme on est dans des températures proches du point triple de l'eau est en équilibre. C'est-à-dire s'il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation, donc il y a plus d'eau. S'il fait moins chaud, elle se condense et c'est en équilibre. Ce n'est pas nous qui injectons de l'eau directement dans l'atmosphère. Pas significativement. Il y a plein de nuages. Alors les effets sont complexes et variables. Par contre, ce qui va se passer, c'est que il y a des boucles qui peuvent être pas très vertueuses parce que si on augmente du CO2 et donc on augmente l'effet de serre, il y a plus de température, donc plus d'évaporation, plus de vapeur d'eau qui en retour augmente l'effet de serre. Donc, ça peut aller dans un sens positif qui n'est pas très bon. Mais il faut faire attention, c'est un peu plus complexe que ça parce que les nuages, eux, ils réfléchissent aussi également. Donc, mais par contre, si la température augmente, il y a aussi les glaciers qui diminuent et qui réfléchissent. Tout ça, c'est un système très complexe. La Terre, son atmosphère, il y a tout ça dedans. Mais il y a surtout de l'azote, qui ne joue pas de rôle dans notre histoire. On oublie, les gamins oublient souvent qu'on respire d'abord de l'azote qui ne fait rien dans le corps, mais de l'oxygène qui est important, il y a un peu d'argon, et puis il y a tout un tas de choses. Et ces gaz à effet de serre, ils sont en quantité faible, et heureusement. Ce qu'on sait, c'est que, on peut même faire le calcul, c'est assez facile, je vais faire aux étudiants de L2, la température moyenne du globe compte tenu de ce que le Soleil émet, s'il n'y avait pas d'atmosphère ni rien, ça devrait être moins de 18 degrés. Ça se calcule assez facilement avec le corps noir, etc. Mais grâce à notre atmosphère et aux gaz qui sont présents naturellement, on a une température de plus 15 degrés. C'est une moyenne sur l'année et sur le globe. Donc on a un effet de serre naturel de 33 degrés. Heureusement, parce qu'il y a une moyenne de moins de 18, la Terre serait couverte de glaciers et il n'y aurait pas beaucoup de vie dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors avant de revenir sur Terre, un petit tour au système solaire, et je vais mettre un peu d'astronomie dans l'histoire. Donc vous avez des planètes. Alors il y a un cas d'une planète qui n'a pas d'atmosphère. Donc là, on est dans l'extrême parce que Mercure est tout près du Soleil et n'a pas d'atmosphère qui stocke la chaleur. En plus, elle tourne extrêmement lentement sur elle-même. Donc ce qui est au jour chauffe longtemps et ce qui est dans la nuit refroidit longtemps. Donc sur Mercure, le sol, c'est la température des roches, en vrai, elle atteint presque 400 degrés en plein jour, et on tombe à moins 200 la nuit, malgré qu'on soit près du Soleil.
Et après, on a des planètes qui ont des atmosphères, pour revenir sur certaines. Et donc là, on a un écart beaucoup plus faible entre minimum et maximum. Bon, quand on va loin du Soleil, évidemment, il ne fait pas très chaud. Pluton n'est pas une planète, mais j'ai gardé le truc de 2000. En 2005, c'était une planète. Et comme elle a une atmosphère, on peut la mettre là. Ça marche. Alors Vénus, c'est le cas extrême qu'on utilise pour faire peur aussi, puisqu'on a une planète plus proche du Soleil, à 96% de CO2 et une pression de 90 bars, ce qui est l'équivalent de 900 mètres sous la mer chez nous. Donc évidemment, il fait chaud. Il y a un effet de serre géant, 470 degrés, un effet de serre de 442 degrés, le plomb fond à la surface de Vénus. Pas très sympa, puis en plus c'est plein de nuages d'acide sulfurique. Tout va bien. Les Russes, dans les années 80, avaient réussi à poser des engins qui vivaient entre 45 et 60-65 minutes à la surface et prenaient quelques photos. C'est assez drôle, c'était des sphères avec une double couche métallique dont le rôle était de fondre pendant que la sonde faisait des mesures pour absorber la chaleur. Et à la fin, c'était tout en miettes. Voilà. Ça rend. Mars, c'est un autre cas parce que là, on a bien que du CO2 aussi, ou quasiment. Le problème, c'est que la pression moyenne est faible, 6 millibars. Donc, l'effet de serre, il n'est pas très gras. Mars a perdu son atmosphère et il fait froid sur Mars. Une moyenne de moins 55, avec des écarts assez importants dessus. Voilà. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais c'est ceux-là qui sont les plus parlants, parce que les planètes géantes étant gazeuses sont moins intéressantes pour ce qu'on discute ici. Alors maintenant, on a cherché à comprendre l'histoire du climat sur Terre. Alors Wegener avait défini des choses, depuis on a trouvé plein de méthodes, c'est sûrement pas exhaustif, mais on étudie des choses qu'on trouve dans le sol qui nous permettent de reconstituer ce qu'on appelle les paléoclimats, les climats anciens. Donc l'étude des fossiles, parce que la distribution du plancton, des petites bestioles, dépend de la température et du climat. Vous avez tous entendu parler des cercles dans les troncs d'arbres, qui dépendent aussi de la température. Un truc très très intéressant, dans des analyses plus poussées, c'est que dans les gaz des pôles, il y a des bulles d'air qui sont stockées au fur et à mesure que la gaz se dépose. Donc c'est l'air de l'époque en question, et si on arrive à les récupérer sans les contaminer, on peut connaître la composition de l'air à cette époque. Il y a les coraux aussi, c'est un peu le même principe que les troncs d'arbres, les pollens. Voilà, et pour dater, on utilise la radioactivité naturelle. Bon, pas le carbone 14, qui ne remonte pas très loin, ça c'est pour les archéologues, mais d'autres choses, l'uranium, du thorium, du plomb, etc. Alors ça donne quoi? On direct au résultat. On a pu reconstituer ici le climat. Alors là, ça remonte à 70 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, et le carré là est reporté là depuis 4 millions d'années. Alors quand on remonte très loin, évidemment, on n'a que des grosses tendances, on n'a pas de résolution temporelle, mais on voit que le climat a beaucoup varié sur Terre. Et certains vont même vous dire, voyez là, c'est chaud, il y a 10 degrés plus que maintenant. C'est énorme, parce que là on est en train de parler d'augmentation de 1,5. Oui, c'est énorme. Alors déjà là, il n'y avait pas beaucoup de gens, il y avait des grosses bestioles en tout genre qui ont disparu. Les variations étaient quand même lentes, ça s'est produit lentement, même si on n'a pas la résolution en détail. Et puis la Terre a complètement changé. Alors, on avait effectivement une Terre, l'Europe était tropicale, etc. Ce n'est pas du tout la même faute. Et puis, sur une période plus récente de 4 millions d'années, là, on a beaucoup de détails sur les... C'est pas du bruit, c'est vraiment les variations de température enregistrées par différents auteurs qui sont cohérentes entre elles. Alors, dans une période assez récente, disons, le dernier million d'années, on a vraiment une oscillation de cycle glaciaire. Alors ça, c'est justement
Milankovitch qui avait déterminé ça. Et c'est très bien compris, c'est-à-dire que l'orbite terrestre, elle varie, ce qui change les conditions d'éclairement. Alors il y a un élément qu'on connaît peu, mais qui est absolument essentiel. L'orbite terrestre, c'est une ellipse, pas un cercle. Donc elle a une excentricité, et cette excentricité, elle oscille au cours du temps. Alors ça ne devient pas long comme ça, mais ça oscille, et ces petits changements ont une influence. Il y a aussi l'inclinaison de l'axe terrestre qui varie un petit peu. Alors grâce à la présence de la Lune, elle ne varie pas trop. C'est pas comme Mars, dont on sait que son axe a pu tourner complètement. Ici, c'est pas le cas, mais c'est quand même significatif. Et puis, il y a la direction de l'axe. Alors ça change pas vraiment l'éclairement, mais ça décale les saisons au cours du temps, ce qu'on appelle la précession. Donc tout ça combiné, ça explique les cycles climatiques qu'on a trouvés en particulier grâce aux carottes. C'est du glace, on fait des carottages en Antarctique, parce que là-bas, il y a une épaisseur de gaz de pas mal de kilomètres qui s'est accumulée au cours des millénaires, même plus. Par exemple, à Vostok, on a foré 3623 mètres de glace, c'est-à-dire qu'il y a plus de 3600 mètres de glace au-dessus de la roche qui est bien au fond. Et à Concordia, un forage de 3200 mètres, c'était pas la même vitesse de dépôt, donc là il permet de remonter à 800 000 ans. Donc c'est très intéressant. Et donc dans ces carottes, on reconstitue à l'aide des isotopes en fait de l'oxygène et des teneurs en O18, on peut remonter à la température à l'époque. Alors ça donne ça. Voici différents auteurs. Ici Petit à Vostok, Jean Jouzel à Dome Concordia et Uemura à Dome Fuji, on voit que c'est une station japonaise. Et ils trouvent les mêmes choses, alors pas tous sur les mêmes durées. Vostok remontait à 400 000, les deux autres à 800 000 ou 700 000, et on trouve les mêmes variations. À des endroits très différents, parce que l'Antarctique c'est quand même assez grand, et donc c'est cohérent, on retrouve les mêmes choses. Donc ça c'est déjà point. Et dans ces carottes, on peut aussi retrouver les concentrations en gaz carbonique et en méthane. Donc qui sont en bleu, on fait la totalité pour le gaz carbonique et le méthane sur 400 000 ans à Vostok. Eh bien c'est assez corrélé quand même. La quantité de ces gaz à effet de serre avec les températures, ça marche. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre ce que j'ai dit avant des cycles astronomiques et le fait qu'il y a du CO2. En fait, l'idée c'est que c'est pas là il n'y avait personne pour dégager du CO2 en plus. C'est pas ça l'histoire. C'est que les cycles astronomiques font varier l'ensoleillement et donc la température. Et quand il fait plus chaud, en fait, l'océan dissout moins de CO2. Donc il en a plus dans l'atmosphère, qui lui-même, du coup, la chauffe plus, et quand l'ensoleillement diminue, ben, on repart. Alors ça a l'air rapide là, mais vu l'échelle, ces variations à l'époque étaient très lentes. Ça prenait des siècles et des siècles pour changer le climat. Par contre, si on revient plus récemment, alors là on est depuis l'an 1000, on se rapproche de l'an 1000, alors depuis l'an 1000, il y a une certaine tendance même à diminuer la température, et puis récemment, ça monte. Ça monte beaucoup depuis 1800. Alors là, c'est des gaz en fait polaires en bleu, et ça se corrèle très bien. On mesure, parce que depuis 1840-50, on mesure la température. On a des mesures constantes, et donc c'est corrélé. Et le CO2, bah, lui aussi, il augmente beaucoup. Là, on était à 280 parties par million en l'an 1000, et là, on est à 410 ici. Donc c'est beaucoup plus. Il n'y a jamais eu, en fait, dans l'histoire, ça n'a rien à voir avec un cycle astronomique, on n'est pas dedans. Il y a d'ailleurs toujours des gens qui étudient ces cycles astronomiques, même sur le long terme, comme Jacques Lascar, par exemple. Il n'y a jamais eu une augmentation aussi rapide en
un siècle en gros. Donc les faits récents, si les températures déjà, on voit jusque 1940 et après, à part quelques accidents, ça se met à grimper très très vite. Donc c'est alors pas le zéro, c'est pas toujours le même, mais là c'est la moyenne du XXe siècle et on compare à ça. Voilà, alors une vidéo qui est assez sympa, faite par la NASA, où vous voyez par des zones de latitude, vous voyez la moyenne annuelle qui varie selon les années. Alors au début, tout est par là, ça c'est toujours la moyenne de 1951-1980. Et puis petit à petit, la carte va rougir et la moyenne se met clairement à toutes les latitudes de l'autre côté. Ça, c'est pas du tout inventé, c'est des mesures qui donnent ça. On fait un petit coup. Avant, on était à gauche et tout se déplace petit à petit. À droite, l'échelle, c'est 1.0, c'est 1,2, pas 10. Alors certains, des fois, vous disent oui, mais c'est normal, c'est le soleil qui varie. Alors tordons tout de suite le cou à cette histoire-là. Le soleil, il varie. Effectivement, c'est une étoile légèrement variable, pas trop, heureusement, c'est pour ça qu'il y a de la vie sur Terre déjà. Il y a un cycle solaire de 11 ans qui varie, mais alors regardez bien l'irradiance solaire en watts par mètre carré. Je commence à 1357, je vais à 1364. La variation, c'est pas grand-chose. C'est à peine 0,1% sur 11 ans. Donc ça joue presque pas. Ça joue très peu. En ce moment, on a beaucoup de taches solaires, on est plutôt vers un maximum. On a déjà remonté. Là. Parce que là, ça s'est arrêté en 2020, là on est déjà par là. Il suit son cycle habituel, mais ça ne joue pas vraiment sur le climat. Par contre, les gaz à effet de serre ont augmenté. Ça, c'est le CO2 depuis 1960 jusqu'en 2022. Alors, vous voyez que ça aussi, alors ça, c'est très bien compris aussi, c'est les saisons, et les cycles végétaux qui font qu'il y a une oscillation annuelle sur un an, comme ça. Mais la ligne de base, elle voilà. Ici, le méthane, il y a aussi une petite variation annuelle. Alors, il a eu dans les années 2000-2010, il a eu un plateau, et hop, et il remonte depuis le temps. C'est presque linéaire. Alors, SF6, là, il n'y a rien de naturel, donc là, on ne voit pas de cycle annuel, parce que c'est pas les feuilles, les végétaux, ils sont pour rien. Alors là, attention, là, on était en partie par million. Là, c'est à l'anglo-saxonne ppb, part per billion. Le billion, c'est 1 milliard. Et là, on est en partie par trillion, c'est-à-dire 1000 milliards. Ce n'est pas le trillion français, mais peu importe. Ça augmente. Alors, ça ne fait pas beaucoup, et heureusement, parce que vous vous rappelez de l'effet de serre de ce truc, mais on ne voit pas d'infection. Hein, ça continue. Et le bleu, c'est les incertitudes. C'est mesuré par des satellites, on mesure très bien cette chose, et d'ailleurs, nous, on contribue à la précision sur cette molécule, sur laquelle on a fait beaucoup de travaux de spectroscopie. N2O, lui aussi, on grimpe pas mal, on est aussi en PPV. Voilà. Bon, ça, c'est un petit accident de certitude à la fin, mais je pense que si je le reprenais maintenant, ça a dû être réglé. Voilà. Donc ces gaz-là, ils augmentent clairement. Voilà. Alors, il y a d'autres qu'on peut observer? Par exemple, le niveau de la mer. Donc, il faut savoir qu'il y a des satellites qui mesurent ça avec
des mesures LIDAR du niveau de la mer, donc Top Exposition, Jason One, et il y en aura d'autres. C'est par rapport à 1900 ici, donc l'augmentation du niveau de la mer. Donc en bleu, c'est des relevés dans les ports et on fait des moyennes, et en rouge, c'est des mesures satellites qui sont encore plus fiables, plus globales. Bon, ça colle. Alors évidemment, les mesures satellites, on n'en a pas depuis très longtemps, mais le niveau de la mer, il augmente. Alors il augmente. Pourquoi d'ailleurs? Alors quand j'ai des jeunes, je leur pose la question, alors ils me disent parce que la gaz fond, évidemment. Alors je leur demande toujours de faire l'expérience chez eux, de prendre un verre d'eau avec un glaçon, de noter le niveau, et puis d'attendre que le glaçon fonde et le niveau ne monte pas. C'est d'Archimède, machin, voilà, ils peuvent regarder ça avec le prof. Donc la gaz qui flotte ne fait pas monter le niveau. Ça va être ce qui se passe essentiellement pour l'instant, c'est la dilatation thermique de l'eau qui est plus chaude. Et ça suffit, à l'échelle, c'est quand même énorme le volume des océans, à faire monter ici de. Alors c'est des millimètres, hein. Ici on est donc à 20 cm, 3 cm depuis 1900. Ce qui n'est pas négligeable sur toute la Terre. Alors la gaz qui flotte, elle fond quand même, parce que ça chauffe. Vous voyez ici les gaz de mer arctique en août, donc été, hémisphère nord, en 1979 et 2021. Bah là, on passe tranquille, été, sans problème. Alors les Russes sont contents, Poutine il est content, là, il peut passer des bateaux, des machins, du pétrole et tout ce qu'il veut. Mais c'est pas une bonne chose. Ici, il n'y a plus rien dans les îles du Canada, il n'y a plus de gaz. Donc il y a une perte de 10% par décennie de gaz de mer dans l'Arctique en été et 5% en début d'hiver, l'hiver climatique ici. Voilà. Par exemple, en novembre, avant, ça c'était avant, la baie d'Hudson était en glace. Elle n'y est plus. Il y a de la glace, alors voilà, la variation des. Alors il y a aussi de la glace sur Terre. Alors ça, c'est des mesures. Alors tous les glaciers de la Terre ne sont pas équipés encore de mesures. Donc il y a beaucoup de points dans l'hémisphère nord et pas beaucoup dans l'hémisphère sud. Mais la glace terrestre, elle aussi, elle diminue assez rapidement. C'est des mesures sur 41 glaciers de référence. Qui ont été pris, donc comme je dis, essentiellement dans l'hémisphère nord pour le moment. Et voici des images, ceux qui connaissent les Alpes, la mer de glace, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu triste, hein, parce que je me rappelle quand j'étais, je vais faire mon vieux, quand j'étais gamin, qu'on allait par là, il y a l'arrivée du petit train du Montanvert, etc. Et puis il faisait des grottes pour aller se balader sous la glace, c'était impressionnant. Aujourd'hui, elle est là-bas au fond, et ici, la roche, quoi. Donc elle a reculé énormément. Et le reste aussi. Alors il n'y a pas que les Alpes, il y a ici c'est le Svalbard, c'est le Spitsberg en fait, glacier avec un joli nom que je ne prononcerai pas. Voilà, en 1960 et 2015. Bon, il n'y a plus de glacier devant. Il a complètement reculé. Ça, c'est très au nord. Hein. Donc, dernière partie, ça va. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va parler un peu du coupable, si on peut dire. Il y a une COP en ce moment qui sont arrivés à un accord ce matin. Ça, c'était en 2020. C'est des émissions en millions de tonnes de CO2 par différents pays. Alors évidemment, un pays très gros, il y a beaucoup de monde, donc il y en a beaucoup. Il y a la Chine, les USA, la France, là. Alors ça, vu comme ça ne veut pas forcément dire grand-chose parce que ça dépend de la population. Donc c'est intéressant, c'est de ramener au nombre d'habitants et de voir comment un habitant d'un pays
combien il émet par an. Alors, voici le score. Alors, qui est le pays qui émet le plus par habitant? Le Qatar. Le Qatar. Alors, il n'y a pas beaucoup d'habitants au Qatar, certes. Mais par tête de PIB, ça fait beaucoup. Voilà. 35 tonnes par an. Par habitant. Ensuite, il y a le deuxième, on n'aurait pas deviné, c'est la Mongolie. Pays peu peuplé, mais qui a des hydrocarbures, du gaz. Ensuite, vous avez Trinidad et Tobago, tout petit, le Koweït, etc. Bahreïn, Arabie Saoudite, Kazakhstan, bon, on est connus. Ensuite, il y a des gens qui ont peut-être moins de pétrole, mais qui ne sont pas très écolos, contrairement à ce qu'ils disent des fois, l'Australie, après les Émirats Arabes Unis, les États-Unis d'Amérique. La Chine, qui est par là, beaucoup moins déjà, et la France par ici. N'est pas pris en compte, Ça, c'est la mais je suppose que n'est pas pris en compte les importations de Non. produits Alors, dans ce cas-là. très bonne remarque, parce qu'il arrive une remarque Ah. là. D'accord. Ce calcul, parce qu'il faut toujours savoir comment on fait le calcul, c'est le CO2 émis dans le pays par les gens. Ça ne tient pas compte quand vous utilisez un produit, vous achetez un ordinateur, quelque chose, il est fabriqué ailleurs, et donc il y a eu du CO2 émis ailleurs. Donc ça ne reflète pas le mode de vie, ça reflète juste ce qui se passe à l'époque donnée, par habitant. Mais c'est quand même, ça indique aussi quand même des choses sur la politique et le mode de vie de ces pays. Voilà, alors effectivement la vraie empreinte carbone, c'est ce que vous consommez chacun, qu'on consomme chacun, mais sans limite géographique, parce que vous utilisez des choses qui viennent d'ailleurs, etc. Donc, ça c'est des données en France en empreinte carbone. Donc la vraie empreinte carbone, c'est une personne française, par tout ce qu'elle possède, ce qu'elle fait, ce qu'elle a, qu'elle consomme, émet 9,9 tonnes de CO2 en 2019. Donc le plus gros poste, c'est le transport, la voiture, un peu d'avion et d'autres. La nourriture, alors effectivement, la production de viande émet des gaz à effet de serre, et le reste, les légumes, il y en a forcément un peu, il n'y a rien qui fait zéro, c'est beaucoup moins. Le logement avec tout ce qui est chauffage encore au gaz, au fioul, la construction, etc. La fabrication de nos objets, maison, loisirs, électronique, vêtements, etc. Et les différentes dépenses publiques, administration, enseignement, etc. Donc tout ça fait ce total-là. Oui, là, il y a le méthane, il y a tout ça. Il y a tout. C'est D'accord. carbone. C'est équivalent à CO2 équivalent. Mmh. On se ramène au CO2, mais c'est tout, effectivement, tout le carbone. Alors on peut regarder aussi dans le monde la répartition en fait par secteur, c'est-à-dire entre le logement, donc c'est les chauffages surtout, les transports, tout ce qui est industrie, l'énergie non électrique et la production électrique. Donc dans le monde, il y a beaucoup de production d'électricité, il y a beaucoup de transport. Ça c'est la Chine, ça c'est les USA. Alors la Chine, il y a beaucoup de production d'électricité parce que la Chine, elle a beaucoup de charbon pour faire de l'électricité. USA en a pas mal aussi. L'Union européenne aussi, la France peu. Donc la production d'électricité en France est très basse pour la part de carbone. Il y a beaucoup de transports. Alors ça, c'est pas un total, hein, c'est une répartition. Donc, du coup, mécaniquement, c'est les transports qui l'emportent. Voilà, ça dépend des pays.
Et puis on peut regarder aussi justement cette production d'électricité, qu'est-ce qui en émet le plus. Voilà. Dans cet exposé, je vous donne des données. Après, on va pas de politique ici, les gens doivent décider à partir de tout ça. Évidemment, le charbon, le gaz et d'autres choses émettent beaucoup de CO2. En vert, alors il y en a forcément moins, hein, c'est du CH4. Voilà, alors il y a personne qui a zéro, quasi l'éolien, pas beaucoup évidemment, le nucléaire, quasiment pas non plus. Ça peut paraître bizarre, mais les panneaux solaires, oui, parce que ça inclut la fabrication. Et donc là, on émet pour l'instant du CO2 pour faire des panneaux solaires. Alors, il y a des gens qui vous proposent des sources avec des hydrocarbures qui seraient moins émettrices, certes, mais ça reste beaucoup plus que ce qu'on a ici. Oui, puis c'est pas si clair que ça, que le charbon avec la captation du carbone, ça marche pas encore très bien. Non, il y a justement dans la COP, il y a certains pays qui mettent ça en avant, la captation, mais pour l'instant, c'est pas très bien. Ça leur permet de continuer à utiliser du charbon. Donc le SC, hein, c'est ça, c'est la séquestration. Voilà. Alors, à partir de là, on a des... Ah ben non, j'avais encore une diapo, pardon. Que devient donc ce carbone qui est émis? Il y a des sources et il y a des puits. Donc les sources, c'est surtout les émissions fossiles. Quand on dit qu'il faut sortir des carburants fossiles, voilà. Alors il y a des choses qui sont dues à l'agriculture, ce qui s'appelle le changement d'affectation des sols ici, mais c'est beaucoup moins. L'essentiel, c'est les émissions fossiles. Et puis ce carbone, il y a une partie en bleu qui est stockée dans l'océan, qui se dissout dans l'océan. Il y a la végétation, forcément, qui par la photosynthèse absorbe du CO2. Dans l'océan, il n'y a pas que la dissolution, d'ailleurs il y a le plancton, c'est le phytoplancton qui absorbe du CO2. Et puis le reste, c'est dans l'atmosphère. Et donc ça a quand même augmenté beaucoup depuis un siècle. Donc à partir de là, les gens essayent de modéliser ça. Donc il y a le fameux GIEC, qui n'est pas une obscure secte catastrophiste, je ne sais pas quoi, c'est des chercheurs. C'est un groupe, alors ça s'appelle Groupe d'experts intergouvernemental du climat. En anglais, c'est Intergovernmental Panel on Climate Change, donc ça s'appelle IPCC en anglais. Donc il y a 195 pays membres et ça a pour mission d'évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, des informations d'ordre scientifique, technique, socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles et envisager d'éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. Donc chaque année, il y a un gros pavé qui est publié, puis un résumé pour les décideurs, qui lui-même est déjà assez gros, donc il suffit de regarder ça. Et c'est toujours très intéressant, c'est plein de graphiques et de choses. Donc entre autres, il y a des modèles. Alors modéliser le climat, c'est pas une chose simple. Ça implique beaucoup de calculs, beaucoup de paramètres différents. Mais en gros, ce qu'on peut dire, ça c'est toujours très parlant, c'est-à-dire que ça en noir, c'est l'observation de l'anomalie de température. On a déjà vu la courbe qui monte. Donc ça, c'est des mesures. C'est incontestable. Là, il y a une modélisation en bleu où on ne tient compte que des effets naturels. Le soleil, les volcans, tout ce qui peut produire, ça donnerait la courbe bleue qui est là. Alors qu'il y a une grosse incertitude, certes, parce que c'est difficile, mais qui ne recouvre absolument pas la courbe noire.
on est loin. Alors je sais plus, ça doit être plusieurs sigma, le truc bleu, donc là on est carrément... Et par contre, si on inclut tout ce qu'on sait des émissions humaines, on commence à connaître pas mal, à la courbe orange, et son incertitude recouvre très très bien les mesures. Donc c'est assez fiable. Il faudrait réduire évidemment ces incertitudes. Bon, c'est pas simple, mais en tout cas ça colle très bien, et donc on peut essayer, au moins essayer de projeter vers le futur ce que ça peut donner. Donc il y a différents modèles. Alors c'est des scénarios parce que ce qui se passera après, ça dépend de ce qu'on va faire. Donc ils ont des noms un peu abscons ici, mais c'est ces différents scénarios. En gros, le bleu clair, ça serait un truc super où on réduit fortement l'émission de CO2, et jusqu'en 2100. Celui-là, bah, en gros, on fait rien, mais on fait même pire que ça, on fait encore plus. Le rouge, c'est on fait à peu près rien. Et puis le jaune, on prend notre temps. Voilà. Et ça, le chiffre à la fin, c'est dans le scénario l'augmentation de température projetée en 2100. Oui. Plus 1,9, plus 2,6, jusqu'à plus 8,5 en... Voilà, alors là, ce ne serait pas très, très joli. Et donc, ceux qui se projettent suivant ces mêmes scénarios, on va retrouver les mêmes sigles. Que ça, c'est juste les émissions de CO2. En termes de température, on peut calculer. Alors, chaque courbe a une incertitude, d'accord, qui est moins grande, mais enfin, on voit quand même que ça ne se recouvre pas entre le vertueux du bas, qui est là, et celui-là qui va très haut. Donc, on voit que ce n'est pas du tout la même chose ici. Et bon, après, aux décideurs de voir ce qu'on veut faire. On peut aussi calculer de la même façon justement l'élévation du niveau des mers. Alors, dans tous les cas, hein, ça monte, quoi qu'il arrive, parce que ce qu'on a déjà émis, il ne va pas s'en aller. D'ailleurs, la température aussi, ça monte de toute façon, mais si on était vraiment bon, ça pourrait commencer à redescendre dans longtemps. D'accord. Et le niveau des mers, il y a une inertie encore beaucoup plus grande de la masse océanique. Donc là, ça monte de toute façon longtemps. Alors celui-là, c'est ce scénario-là avec quelque chose qui est noté comme peu probable, c'est instabilité de la couche glaciaire. En gros, tout l'Antarctique fond. Et là, ça fait du dégât. Presque 1,80 m d'augmentation des mers en moyenne, ça fait beaucoup hein, pour tous les gens qui vivent au niveau de la mer. Alors, petite conclusion. J'arrive à une conclusion, mais voilà. Donc, il est temps d'agir, donc ça, on entend parler. On parle justement de limiter en 2100 à 1,5. Ça paraît déjà très, très, très compliqué, voire compromis. Donc, évidemment, on pourrait décarboner, etc. On pourrait faire mieux en gestion des sols, économiser de l'énergie, changer de source d'énergie. Donc, renouvelable, mais renouvelable ne peut pas tout faire. C'est juste impossible, même si certains prétendent le contraire. Le nucléaire, peut-être un jour la fusion, mais ça, d'ici qu'elle marche, on n'y est pas encore, mais c'est quand même pas à oublier non plus. Terre avance, mais encore moins il y a quelque chose qui marche. Ouais, là j'avais remis, c'était au début d'année, parce qu'il y avait eu un film, alors que moi j'avais adoré. Ceux qui ne l'ont pas vu, il faudra le voir, qui est Don't Look Up. Un excellent film avec une distribution de fou d'ailleurs, mais qui ne parle pas de climat. Mais en fait, l'analogie avec l'histoire climatique est grosse comme une maison. On voit bien que c'est en fait de ça qu'il parle. Donc c'est une histoire de science-fiction où il y a une énorme comète qui arrive sur Terre et elle est tellement grosse qu'elle va éliminer toute vie sur Terre. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait ?
Et donc il y a ces deux astrophysiciens, joués par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui essayent d'alerter le monde. Mais en gros, les dirigeants, les artistes, tout ça, tout le monde s'en fout complètement et veut pas. Il y a même une présidente américaine qui est une sorte de Trump, etc. Il y en a peut-être qui l'ont pas vu. Oui. Bon, voilà, faut pas tout dire, mais c'est le titre du truc. À un moment, il y a un slogan: ne regardez pas en l'air, faut pas voir la comète qui arrive. Et ce qui se passe, effectivement, je le raconte pas, et la fin est savoureuse. Il faut regarder le film jusqu'à la fin du générique, parce qu'il y a 3 petites scènes post-crédit, comme on dit, jusqu'à la dernière qui est absolument savoureuse. Mais ça, je vous laisse. Mais c'est uniquement sur Netflix? Yes. Alors, il n'était pas. Il n'est pas sorti en salle. Non, il n'est pas sorti en salle. C'est bien dommage, surtout vu la qualité du film. Bon, je l'ai en vidéo, j'ai la vidéo. Je ne peux pas dire parce que je l'ai pas acheté. Écoute, tu l'as piraté alors. C'est même pas bon. Alors, 2 dernières diapos. 3. Il y a des gens qui disent oh, vous ne pouvez pas prévoir. Qui aurait deviné qu'il y a quelque chose comme ça? Ça me fait quelqu'un. Ça me rappelle quelqu'un. Alors, si. Ça, c'est. Tu retrouves un truc? Exxon, une compagnie qui fait un petit peu dans le. Dans le pétrole. Dans le pétrole. 1982, rapport interne qui n'était pas sorti à l'époque, où ils font des projections sur les émissions de gaz carbonique et des températures. Ils font déjà les mêmes calculs qu'on fait aujourd'hui. Et ça suivait déjà ce qui a été observé. Donc là, c'est un article de Science de 2023 qui a exhumé ce vieux rapport et qui a superposé les mesures qui ont effectivement eu lieu depuis lors. Et ouais, ils n'étaient pas mauvais chez Exxon. C'est pas mal. Sauf que ça a été mis au fond d'un tiroir. Voilà. Donc cet article de Science, c'est intéressant parce qu'il décortique ce qu'ils avaient calculé à l'époque et les scientifiques étaient bons. Et puis là, c'est un autre truc, c'est un rapport américain de l'EPA, donc Environmental Protection Agency, qui est important, et qui date de septembre 1983, pas aujourd'hui. Et donc, il n'y a qu'une politique qui pourrait donner un délai à un réchauffement de 2 degrés. Alors, il parle de taxes mondiales jusqu'à 300% sur le coût des énergies fossiles. Voilà. Ça ne ferait que ralentir les choses de 5 ans. Des taxes sur les carburants fossiles dans certains pays, etc., ajustées, mais ça ne ferait rien. Bannir les fossiles et les gaz de schiste, etc., 5 ans aussi. Et seul un bannissement du charbon en 2000 pourrait effectivement ralentir la... Mais vous voyez, c'est nul, ça n'existe pas le réchauffement climatique. En fait, ça ne change pas que l'année 2022, on verra 2023, avait été très largement au-dessus de la moyenne, malgré un petit gel tardif ici et un froid de décembre. Mais juste après le froid, ça avait bien remonté aussi. Et puis là, aujourd'hui, il ne fait pas un temps de décembre. Donc voilà cette conférence faite pour se contenter.